Allez, la table ronde continue et on commence tout de suite par l'invité qui n'est plus mystère, Thierry Boiron. Alors Thierry, parle-nous de l'angoisse de perdre sa voix quand on est dirigeant d'entreprise. Vous voyez ? Ah, oui. Ah, oui. Eh bien voilà, ça fait ça en fait quand on perd sa voix en tant que dirigeant, puisque le dirigeant, il doit diriger, c'est-à-dire qu'il doit donner la direction. Donc quelque part, bien évidemment, le dirigeant, s'il n'a pas un de ses sens primordiaux, un de ses organes primordiaux, la voix, il va être sacrément handicapé. Donc très certainement, le mot clé pour moi d'un dirigeant, c'est le sens. Il doit donner la direction, il doit donner la signification, il doit donner toutes ces perceptions de l'environnement et du projet de son entreprise. Donc nécessairement, la voix, la communication, la relation avec l'autre est indispensable. Privé de sa voix, il serait vraiment handicapé. Est-ce que Thierry, tu peux nous parler de tes pépins vocaux et surtout quelles traces ils ont laissées ? Oui, tu fais référence en fait à un événement qui est arrivé assez tôt dans ma vie, c'est-à-dire à l'âge de 21 ans à peu près, où j'étais en Inde et où je travaillais très, j'allais dire chaudement, puisqu'il fait très chaud, et qu'en plein été, je surveillais la construction du laboratoire et je travaillais malheureusement entre midi et 2, ce qu'on ne doit jamais faire, dehors pour surveiller l'avancement du chantier. Et j'ai dû prendre une insolation, c'est l'explication que j'ai faite après. Et le soir même, alors j'étais chez des amis indiens, j'ai perdu la voix. J'ai perdu la voix, c'est-à-dire que je n'ai pas pu parler. Et je me suis demandé ce qui se passait. J'ai eu peur, j'ai pensé que c'était quelque chose qui allait revenir tout de suite. Et en fait, non. Donc je me suis fait emmener tout de suite chez un ami médecin, homéopathe, qui m'a accueilli chez lui, qui m'a accueilli pendant ce qui allait devenir 2-3 jours. Il m'a donné un médicament homéopathique qui a sûrement dû faire quelque chose. Et au bout de 3 jours, et au bout de 3 jours, je me suis réveillé. Ce serait pas par hasard Homéovox ou non ? Non, c'était un truc, tu sais, c'était en Inde, hein, donc c'était des médicaments bien spéciaux. Mais par contre, 3 jours plus tard, je me suis réveillé et j'ai pu reparler comme si de rien n'était. Ce n'est que 4-5 mois plus tard, quand je suis revenu en France, que ma sœur, sachant ça, m'a dit mais il faut qu'on fasse quelque chose. Alors on va aller passer un IRM tout de suite. Et donc on a passé un IRM, elle m'a fait passer un IRM et elle m'a accompagné. Et en effet, j'ai pu vérifier qu'il n'y avait rien. Voilà. Mais j'ai quand même gardé une petite séquelle que parfois certains qui me connaissent perçoivent. Qui est une espèce de bégaiement, d'incapacité à prononcer certains mots qui viennent les uns à la suite des autres. Je n'ai jamais pu diagnostiquer précisément, mais voilà, je l'ai. Voilà, et ça m'accompagne. Quand tu parles anglais, parce que Boiron est présent partout dans le monde et que tu as vécu en Amérique du Nord, il paraît que ta voix change. Tu peux nous faire une petite démonstration là, je sais pas. Alors moi, j'en sais rien. I really don't know because when I am in the States or when I am speaking in English within a crowd of American people, it's not only my voice that's changing. I think it's really me that's changing. I think the voice is in fact a passerelle, a bridge that allow us to interact much better with the other and with the environment. C'est un peu épigénétique. Donc c'est quelque part... Donc moi, je ne me rends pas vraiment compte, mais je ne sais même pas si ce soir, vous avez pu vous en rendre compte, parce que normalement, ça ne se passe que quand je suis dans un environnement américain, avec des Américains, et où, à ce moment-là, je me connecte en américain. Et je ne pense pas de la même façon, et je ne parle pas de la même façon, je ne bouge pas de la même façon. Voilà. Mais... C'est vrai que quand tu as les Santiago et le chapeau de cowboy, ça change un petit peu. Bon. Non, mais ça, on avait dit qu'on n'en parlait pas ce soir. Alors, quelle importance accordes-tu à la voix de tes collègues ? D'abord, j'y accorde pas une importance très grande, sauf quand je perçois qu'il y a une disharmonie dans la rencontre. C'est-à-dire que quand je ressens que la personne qui s'adresse à moi, dans sa façon de parler, dans son ton de voix, dans sa façon d'être, il y a une rupture de cohérence et d'harmonie, il y a quelque chose qui me gêne. Et je vais chercher ce qui me gêne.
Voilà. Et la voix est souvent une preuve par neuf. Elle est vraiment quelque chose qui part de l'intérieur pour moi et va à l'extérieur. C'est comme une passerelle, un pont. Et donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais sûrement le percevoir dans la voix très rapidement. Il y a des voix qui t'agacent particulièrement ou... Non, il y a des voix très haut perchées qui sont plus difficiles à supporter pendant un moment. J'ai dû travailler aux États-Unis avec une chercheuse qu'on connaît bien, qui s'appelle Jennifer Jacobs, qui est une Américaine, qui est une toute petite bonne femme, qui est une super diplômée des grandes universités américaines, mais qui a une voix comme ça. Qui a une voix comme ça, alors quand elle parle tout le temps comme ça. Alors pendant 5 minutes, ça va. Mais quand on est en réunion avec elle pendant 1 ou 2 heures, c'est un peu plus difficile. Voilà. Mais il faut passer ce petit cap. Et lors d'un entretien d'embauche, c'est important la voix pour toi? Comme je disais, oui, dans un entretien d'embauche ou dans une relation, la voix est un peu pour moi une preuve par neuf, quoi. C'est un peu une façon d'assurer la cohérence de l'individu, de la personne que nous rencontrons à ce moment-là. Ouais. Comment te sers-tu de ta voix pour faire revenir les collaborateurs lors d'une réunion, par exemple, qui est extrêmement agitée, à des états beaucoup plus calmes? C'est vrai qu'on l'a tous expérimenté. Il y a des situations, que ce soit des situations personnelles, familiales ou professionnelles, où on sent que la rencontre, la réunion à plusieurs, part un peu dans tous les sens et qu'à ce moment-là, on sent bien que le ton monte. Et bien évidemment, il faut faire un peu contrepoids. Et à ce moment-là, c'est là où on baisse un peu sa voix, où on va baisser un peu le rythme et où on va baisser ce que j'appelle le centre de gravité. C'est-à-dire que le centre de gravité de la réunion va baisser un peu, et la gravité de la voix va prendre un peu, et voilà, et on va abaisser, et ça permet de revenir à un état. Voilà, on l'a tous expérimenté, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il y a beaucoup de managers là dans la salle, il y a des managers confirmés, des managers en herbe. Est-ce que tu as un conseil vocal à leur donner? Non. Un conseil vocal. Non, j'ai pas vraiment de conseil vocal. Non, j'ai pas vraiment de conseil vocal. J'ai simplement le fait de penser que la voix est importante et qu'il faut savoir aussi apprécier le silence. Et que le silence fait partie de la voix. Un peu comme l'ombre et la lumière. Ce sont des partenaires. Et dans l'animation d'une réunion ou dans la rencontre, le fait d'apprécier les silences autant que la voix, moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Allez, merci Thierry, on peut l'applaudir.